Allez, rebonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde session, notre après-midi des universités de la coordination en santé. Et on va ouvrir cet après-midi avec une table ronde. J'espère que le déjeuner a été bon et les ateliers fructueux. J'ai cru comprendre que oui. Allez, table ronde de l'après-midi, le rôle des équipes de premier recours dans la prise en charge de la complexité. Quelle interaction avec les dispositifs d'appui? Quelques mots de contexte général avant de vous présenter mes intervenants à cette table ronde. Pour rappel, vous le savez, mais c'est important de le rappeler, la loi sur la transformation du système de santé de juillet 2019 stipule que seront fusionnés les réseaux de santé, les MAIA, les plateformes territoriales de santé. Les travaux ont été lancés pour une mise en place en juillet 2022. Les dispositifs sont aujourd'hui dans leur forme donc préexistante. Avant, on le sait, il y avait des dispositifs différents avec des caractérisations, des critères. Demain, les nouveaux dispositifs d'appui à la coordination doivent permettre une meilleure prise en charge pour une population de tout âge, de toute complexité. On devrait avoir même un numéro unique par département. En parallèle, la loi demande également le développement accéléré des dispositifs de soins de premier recours, comme les CPTS par exemple. Le DAC aura donc un rôle différent en fonction des territoires et des dispositifs mis en place. En conséquence, des dispositifs parallèles vont devoir s'articuler les uns autour des autres pour que tous les patients aient vraiment la même offre de soins et de prise en charge. Dès lors, comment trouver le bon rôle de chacun des acteurs de santé dans cette nouvelle coordination? C'est tout l'objet de notre discussion qui va suivre. Mais avant cela, je voudrais qu'on regarde ensemble une petite vidéo introductive du docteur Marie-Dominique Lucier, qui est gériatre, experte de l'organisation territoriale et parcours. On regarde cette vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour ouvrir votre université d'été qui porte sur le parcours, la coordination et la complexité. Mon propos s'appuiera sur 10 années de travail qui ont porté sur la compréhension du parcours d'une personne dans le système de santé et sur la mise en œuvre de ce parcours sur les territoires en proximité, là où vivent les personnes. Je voudrais dire avant tout que pour moi, la complexité, c'est à partir du moment où un professionnel, quel qu'il soit, ne peut plus faire seul. Comme vous allez avoir des échanges riches avec des universitaires, je pense que ce pourra faire l'objet de débats complémentaires. Deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que le parcours, c'est bien le parcours d'une personne dans le système de santé. Ce n'est pas le parcours de la pathologie, ce n'est pas le parcours de l'insuffisant cardiaque ou de l'insuffisant respiratoire, mais bien le parcours de population cible, parce que de toute façon, la méthode de travail est la même, quelle que soit la pathologie et quel que soit l'âge. C'est travailler à plusieurs partenaires pour un objectif d'une réponse singulière pour une personne là où elle habite. Le point complémentaire sur lequel je souhaiterais insister beaucoup, c'est qu'on est en réponse aux besoins des personnes et qu'il faut changer notre mode de réflexion, notre mode de financement. Nous ne sommes pas en réponse aux besoins des structures, mais bien aux besoins des personnes. Ce n'est pas du tout anodin, puisqu'il s'agit bien de voir quel est le panier de services proposé par un ensemble d'organisations existantes et que ce panier de services va varier d'un territoire à l'autre. Il n'y a donc pas de règle. La seule règle, c'est quelle est, au moment où une personne sollicite un appui, une aide, qui est porteur du meilleur service au moment où on demande, où cette demande s'effectue. Ça sous-entend aussi que derrière, on respecte un principe qui est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas en doublon, ou on ne fait pas seul s'il faut faire à deux, et que ce principe de subsidiarité est compliqué à mettre en œuvre. Dernier point, la réponse à la complexité, c'est une réponse graduée, individualisée, qui doit se faire dans un travail collaboratif, puisqu'on ne peut plus être seul. Ce travail collaboratif, il ne se décrète pas, il s'apprend, il doit faire fi du rapport hiérarchique, et c'est très compliqué. Un des leviers de ce travail collaboratif, un des éléments de traçabilité de ce travail collaboratif, c'est le PPS. Je pense que c'est un outil d'avenir, à la fois pour valoriser ce travail, à la fois pour le financer correctement, et à la fois pour apprendre à travailler d'une manière collaborative. Le docteur Courbillon va vous en parler, et je pense que c'est un de nos, vraiment pour moi, y compris dans la littérature internationale, le PPS est un outil de travail qui est celui que nous devons utiliser dès demain et qui doit être dans l'e-parcours. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent congrès. Bonne réflexion et bonne fin d'été.
Voilà, beaucoup de choses déjà qui ont été dites par le docteur Lussier. Je vous présente les intervenants de cette table ronde de l'après-midi. J'accueille déjà le docteur Étienne Moulin, qui est médecin généraliste, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Tarn. Le docteur Aimé Mort à ses côtés, directeur médical de Filieris pour la région Sud. Nous avons également Fatima Bougaf, qui est directrice de la plateforme territoriale d'appui de l'Hérault et préfiguratrice du DAC de l'Hérault. Et à mes côtés, docteur Michel Dutèche, qui est président de la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé. Et on a le plaisir d'avoir en distanciel avec nous le docteur Jacques Martini, qui est président de Diabète Occitanie. Bienvenue à tous, madame et messieurs. J'aimerais qu'on ouvre la discussion avec vous, docteur Moulin. Si vous êtes d'accord, vous représentez, je l'ai dit, les médecins individuellement. Quand on a préparé cette session ensemble et qu'on a parlé de l'exercice médical du point de vue du médecin généraliste, vous m'avez dit qu'on note actuellement chez les jeunes médecins, la plupart du temps, l'envie d'exercer dans le cadre d'un exercice coordonné et à temps partiel. Les jeunes qui s'installent ne cherchent plus forcément un salariat, mais plutôt une forme de coordination de l'exercice. On est en plein dedans, on est en plein dans le sujet. Oui, c'est extrêmement difficile. Le sujet de la démographie médicale, c'est plurifactoriel en fait, l'échec actuel de l'installation de nos jeunes praticiens, puisque récemment, là, j'ai fait une petite enquête sur 20 internes qui étaient passés chez un maître de stage. Et sur ces 20, donc en 10 ans, seulement 3 s'étaient installés. Donc on avait quand même un problème. Mais en effet, les éléments mis en avant par les médecins sont certes un exercice rémunérateur, mais ça n'est plus du tout l'élément majeur. Ce qui est l'élément majeur, c'est un élément de coordination, de travail non plus solitaire, mais dans un groupe et si possible avec des intervenants extérieurs susceptibles d'être en appui. Il n'existe pas de plateforme territoriale d'appui dans le Tarn et donc le DAC sera certainement une réponse. Mais c'était un des éléments importants de la décision du choix, c'était de ne jamais être seul face à des questions décisionnelles ou à des prises en charge lourdes. Et le temps partiel est en plus sociologiquement une recherche de plus en plus importante qui fait qu'on a besoin de plus de médecins libéraux qu'avant. Je veux dire, une clientèle qui, autrefois, certaines clientèles tournaient facilement avec 2000 ou 3000 patients. Là, maintenant, généralement, les médecins, à partir de 1500, ils n'arrivent plus à prendre en charge. Donc là, on en avait un, il en faut 2, parfois 3. Je vais vous donner un petit exemple tout simple d'il y a quelques mois. Une grosse clientèle albigeoise est partie. D'abord, ces jeunes femmes qui sont venues me voir m'ont dit « Moi, je ferai lundi, mardi. Laure fera jeudi, vendredi. Et comme ça, c'est parfait. » Je leur ai dit « Non, mais attendez, il y a le code de la santé publique. Qui va faire mercredi et samedi ?» Ah non, on n'a pas prévu, mais on en a pris une 3e collaboratrice qui fait le mercredi et le samedi matin. Donc, il y a le temps et il y a la coordination et le fait de pouvoir appartenir si possible à une MSP, avec un travail conjoint, si possible un pied à l'hôpital. Oui, parce que vous dites que ces exercices coordonnés sont véritablement phares pour les jeunes qui s'installent. Voilà, sauf quelques exceptions. Il y en a qui ont envie d'être des loups solitaires dans la montagne, dans un exercice d'autrefois, mais ils sont très peu nombreux. La plupart, vraiment, c'est un travail en équipe, coordonné avec, si possible, être totalement déchargé des tâches administratives, ce qui est quelque chose que nous ne pouvons pas leur proposer actuellement. Mais c'est d'ailleurs dans le projet de centre de santé de Carole Delga, porté par Vincent Boone, c'est un des éléments, en dehors du salariat, c'est qu'ils seront totalement déchargés dans leur plan. Pour un 35 heures, ils seront totalement déchargés de toute activité administrative. Donc, évidemment, qu'ils ne feront plus que de la médecine. Ça, c'est un élément qui peut très bien les intéresser, plus que le salariat lui-même. Cet exercice coordonné au sein des CPTS, est-ce que ça vous facilite la vie du point de vue du Conseil de l'Ordre et en quoi ? Alors, du point de vue du Conseil de l'Ordre, ça nous facilite surtout la vie parce que les médecins en lien les uns avec les autres, le relationnel confraternel est bien meilleur. Je veux dire, on a réellement une vraie confraternité de nécessité du fait de ce travail conjoint et on n'a plus les cas de figure et les plaintes qu'on avait autrefois du docteur Intel qui a dit que le docteur machin était complètement nul. Ce sont des éléments, des choses qu'on ne retrouve plus dans l'exercice actuel et les CPTS, par le regroupement, le travail conjoint, la collaboration, facilitent la reconnaissance de l'autre. Ensuite, c'est aussi normalement
une réponse qu'on apporte aux populations, parce que c'est le soignant qui doit être le soigné, qui doit être le patient, qui doit être au cœur du système. Et donc, normalement, si nous avons suffisamment de praticiens, le patient, dans le cadre d'une CPTS, ne doit plus jamais être sans réponse à une demande. Or, pour le moment, les CPTS, malgré toute leur bonne volonté dans le Tarn, il y a toujours des coups de fil qui n'arrivent nulle part et qui arrivent ensuite à l'ordre en disant « je ne trouve pas de médecin ». Mais normalement, c'est une réponse plurifactorielle qui doit normalement nous limiter les doléances et les problématiques d'accès aux soins et les problématiques de relationnel entre confrères. Docteur Michel Dutèche, emparez-vous d'un micro. Je l'ai dit, vous êtes président de la Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé. La forme, est-ce qu'on peut redire un petit mot de la forme de présentation, quelques mots? Oui, alors le terme Fédération Occitanie-Roussillon des maisons de santé est un peu inapproprié puisque la maison de santé, c'est un concept, ce n'est pas une réalité architecturale. Et donc, nous, on se définit plutôt pour l'exercice coordonné pluriprofessionnel ou l'exercice pluriprofessionnel coordonné. Et les équipes qui vont avec, que ce soit ESP, MSP ou celles qui le souhaitent, CPTS. Équipe de soins primaires, pardon. De quoi les maisons de santé ont-elles besoin ou vont-elles avoir besoin dans le futur? Donc, comment dire, les évolutions aujourd'hui, de notre point de vue, vont dans le bon sens. Mais comme vient de le dire mon confrère à l'instant, on est un peu au milieu du gué. La première CPTS d'Occitanie a été signée en juillet 2020. Je crois qu'il y en a 9 aujourd'hui qui ont signé. Je suis moi-même président d'une CPTS. Et effectivement, la mise en œuvre d'un projet aussi complexe, aussi nouveau, aussi peu connu est quelque chose de complexe. Alors, sur les 250 MSP d'Occitanie, pour en venir aux MSP, il y a celles qui sont en train de démarrer, celles qui sont aguerries, celles qui ont une maturité, qui ont réussi à développer une véritable coopération à l'intérieur de leur équipe et qui peuvent prendre en charge des patients avec des pathologies complexes, notamment à travers des rencontres de concertation pluriprofessionnelles à la fois internes et externes. Internes, c'est-à-dire avec l'équipe, et externes avec le monde médico-social, avec le monde spécialisé. Et donc, il est clair qu'il y en a encore d'autres qui ont perdu un leadership, qui cherchent une coordination, une coordinatrice. Donc, on est au milieu du gué, les choses vont dans le bon sens. 10 MSP en 2010, en Occitanie, 250 en 2021, 0 CPTS en juin 2020, une dizaine aujourd'hui. On voit bien que avec l'arrivée des PTA et de la structuration des DAC, avec la volonté des soins spécialisés dont Jacques Martini est un exemple parfait, de travailler ensemble. Donc on a une aventure générationnelle. Il va falloir, pour attirer les jeunes médecins, avoir des projets attractifs en fonction de ce que vient de dire notre confrère. Non, une dernière question avant de passer au prochain intervenant. Qu'est-ce que vous attendez finalement des DAC régionales et territoriales? Vous m'avez dit, Michel Dutèche, je m'opposerais à un prêt-à-porter régional et national. Alors, j'essaie de ne pas m'opposer, mais de proposer. Mais effectivement, quand on a échangé, l'idée, c'est qu'il faut faire du sur-mesure. Et il faut faire du sur-mesure et du culturel adapté. Le monde du médico-social, le monde du soin spécialisé, le monde du soin primaire, du premier recours, tous ces mondes-là ont une compétence, ont une sorte de territoire, mais il va falloir le partager, il va falloir travailler ensemble. Donc l'idée, c'est que la PTA, elle va aussi être un travail culturel pour toutes ces équipes et elle aura en charge, ou les dispositifs d'accompagnement à la coordination auront à travailler sur à la fois la complexité et le travailler ensemble et l'interconnaissance. Donc une véritable aventure avec, juste je finis, avec l'idée qu'aujourd'hui, les jeunes professionnels qui arrivent sur le terrain sont totalement ignorants de ce que c'est qu'une MSP, qu'une CPTS, que le pluriprofessionnel coordonné, etc., etc. Donc il y a un enjeu. Moulin acquiesce. Il y a un enjeu en formation initiale, mais un enjeu majeur quand on rencontre les jeunes étudiants. Je suis moi-même maître de stage
depuis une trentaine d'années, je vois des jeunes professionnels formidablement affûtés, mais totalement en méconnaissance de ce qui se passe. Voilà. J'aimerais qu'on entende le docteur Aimé Mort à présent, directeur médical de Filieris. Un petit rappel sur Filieris. Peut-être que tout le monde ne connaît pas Filieris. Qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour. Le Filieris, c'est un organisme privé à but non lucratif qui a une mission de service public, mais on existe depuis 125 ans parce que, en fait, la base, c'est le régime minier, les centres de santé du régime minier. Alors, depuis 15 ans, on a une ouverture complète à toute la population. C'est plus réservé, comme c'était dans le temps, à la patientèle minière. On a aujourd'hui donc toute la population qui peut venir dans nos centres de santé. Ça fait une quinzaine d'années, d'où le fait de la marque Filieris pour effectivement aller dans ce sens de l'ouverture. Alors, quid de votre place dans cette nouvelle articulation en général ? Vous m'avez dit que vous êtes déjà bien engagé dans cette démarche, puisque vous êtes impliqué dans des projets de CPTS, notamment dans la région du Gard. Oui. Le fait, ce que disait mon confrère Dr Moulin tout à l'heure, je veux dire que les jeunes médecins aujourd'hui recherchent justement cette coordination. Travailler d'une manière isolée, c'est plus du tout aujourd'hui l'objectif que recherchent la plupart des médecins. Il y a quelques exceptions bien sûr, mais c'est vrai que notre principe aujourd'hui de nos centres de santé, c'est effectivement de travailler en coordination. Donc d'une certaine manière, il y avait une logique d'aller aussi vers cette organisation territoriales que sont les CPTS, et c'est ce que nous faisons sur tous les secteurs où nous nous trouvons. On essaie ou on va effectivement participer aux CPTS existantes ou qui sont en formation, et je suis moi-même président de l'association qui est porteuse effectivement de la CPTS sur le nord du Gard. La question que j'ai envie de vous demander, c'est finalement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la mise en place des DAC aujourd'hui sur le territoire ? Je pense que c'est essentiel déjà parce que effectivement l'organisation sur les secteurs aujourd'hui où nous nous trouvons, et notamment nous, nos centres de santé, on est sur des zones rurales. Une problématique qu'on a aujourd'hui et qui est bien sûr pas un scoop, que tout le monde connaît, c'est que la densité médicale va en se réduisant. Et c'est vrai, ce que disait Dr Moulin aujourd'hui, c'est que quand un professionnel, un médecin arrête son activité, il ne peut pas être aujourd'hui remplacé par un seul médecin, il en faut 2, voire 3. Et ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui, c'est que quand on a une réduction aussi importante du nombre de médecins, surtout dans nos zones rurales, on a besoin qu'autour, il y ait une organisation, qu'on puisse avoir effectivement des référents qui puissent faire en sorte d'aider aussi les médecins qui sont aujourd'hui confrontés à une demande de la population, une demande importante, mais même insistante, voire des fois agressive. Il faut aussi qu'on puisse avoir justement des professionnels qui sont en charge d'organiser, de renseigner, d'orienter. Et je crois que c'est un des rôles, bien sûr, des DAC, des PTA aujourd'hui. Et c'est vrai que la relation qu'on peut avoir avec ces plateformes d'appui, ça me semble essentiel. Justement, on va passer la parole à Fatima Bougaf. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directrice de la plateforme territoriale d'appui de l'Hérault, préfiguratrice du DAC de l'Hérault. Qu'est-ce que ça veut dire, préfiguratrice ? Oui, alors c'est un terme en fait donné pour les chargés de projet, pas chargés sur une mission de mise en place d'un projet, préfigurateur. Donc bien sûr nous avons un rôle particulier qui est la conduite d'un projet, qui est aussi de s'assurer que le projet aille jusqu'au bout dans un cadre bien défini, et le préfigurateur est force aussi de proposition. Alors quel est votre cahier des charges ? Alors, pour la préfiguration du DAC. Tout à fait. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. C'est-à-dire suivre un cahier des charges. Garantir que le dialogue. Le dialogue, la co-construction, que personne ne soit oublié. Donc, ça, c'est très important. D'être attentif finalement, je ne parle pas de difficultés, mais
ça peut être aux réticences, mais surtout aux peurs, aux craintes. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose que l'on a à avoir lorsqu'on est préfigurateur. C'est aussi savoir créer un projet de façon la plus agile possible. Alors, ce terme d'agilité, on en entend beaucoup parler, mais c'est exactement ça, en fait. C'est être agile, c'est vraiment proposer à tous de pouvoir co-construire avec son regard et créer quelque chose qui ait une vision commune, partagée, en vision partagée. Enfin, voilà. Comment est-ce que ça va se matérialiser dans votre territoire ou comment aimeriez-vous que ça se mette en place sur votre territoire? Alors en fait, on débute les travaux sur le département de l'Hérault. Donc il y a plusieurs niveaux de copiles, de copiles et d'entités. Voilà. Donc on aura un copil départemental qui sera un copil départemental stratégique. Nous allons proposer un copil qui puisse travailler plus en lien avec les équipes qui sont amenées à se regrouper. Donc un copil employeur, on verra comment on va l'appeler. Et ensuite, il y aura une équipe départementale qui travaillera plus sur les projets à travailler, les groupes de travail à mettre en place. Et ensuite, effectivement, il y aura des groupes de travail. Alors, vous avez une vue particulière sur l'articulation entre CPTS, plateforme de premier recours, et DAC. Comment est-ce que le DAC, expliquez-nous, va venir vraiment en appui dans l'organisation des professionnels ou dans les actions, par exemple, du conseil départemental, etc. Alors, juste, je vais parler en fait de ce qui se fait aujourd'hui, peut-être, puisque je pense que ce qui se fait aujourd'hui, l'existant est important à prendre en compte lorsqu'on crée un DAC. C'est-à-dire, on ne doit pas effacer tout ce qui est fait. Et pour moi, un DAC de base, c'est un dispositif, on est d'accord, d'appui à la coordination, mais en fait, il en existe déjà beaucoup. L'idée, c'est de regrouper tous ces dispositifs en un seul DAC. Donc aujourd'hui, je vais parler de la plateforme, puisque voilà, c'est celle que je connais le mieux. C'est une plateforme qui travaille très, très en lien avec les CPTS. Il faut savoir que 50% de la gouvernance de cette plateforme est composée de CPTS. Et c'était un choix, dès le départ, que cette plateforme soit construite par et pour les professionnels de premier recours. Donc, plus de 50% des personnes qui ont participé à la création de cette plateforme sont des professionnels de premier recours. Aujourd'hui, des CPTS pour 50% dans la gouvernance. Comment le DAC finalement va s'approprier finalement ce qui est fait, pour moi, c'est une suite. Voilà, on va essayer de reprendre tout ce qui a été fait au niveau des plateformes, au niveau des Mayas, au niveau des réseaux et continuer bien sûr à travailler avec les CPTS. Alors après, concrètement, comment ça va se passer, je ne sais pas l'avenir, la mise en place, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que, il faut savoir que la PTA a été créée en pleine crise sanitaire. Lors du premier confinement, nous avons ouvert la plateforme et les CPTS nous ont sollicité pour créer un espace pour eux. Au sein de la PTA. Donc, c'est la cellule de concertation CPTS-PTA qui est très active aujourd'hui. C'est un lieu durant lequel les CPTS peuvent déposer des demandes, des informations. Et la PTA a pour mission de diffuser l'information, mais aussi d'entendre les demandes, les besoins et de proposer des actions pour aider les professionnels du premier recours. Je vous donnerai des exemples plus tard si vous le souhaitez. Bien sûr. J'aimerais qu'on passe la parole au docteur Jacques Martini, qui est, je le rappelle, président de Diabète Occitanie. Vous intervenez donc sur l'organisation de la filière diabète en Occitanie comme un exemple de dispositif spécifique régional. Peut-être nous rappeler en préambule, docteur Martini, quels sont les grands axes de travail de Diabète Occitanie et les missions aussi. Alors, Diabète Occitanie, c'est donc un dispositif qui est centré sur le diabète de l'adulte. Donc, l'objectif est un objectif plutôt régional. L'enjeu étant d'améliorer la prise en charge et le parcours des personnes diabétiques, de répondre aussi aux problématiques qu'on le rencontre dans la maladie chronique, que ce soit dans le suivi des patients ou le dépistage des complications. On a un gros pôle d'activité sur le dépistage de la rétinopathie, par exemple, et sur le dépistage des complications. Enfin, un pôle qui est lié de façon viscérale avec le diabète, qui est l'éducation thérapeutique, et de développer des programmes d'éducation thérapeutique à l'ensemble de la région pour que une grande majorité de personnes puissent en bénéficier.
avec des niveaux différents, des parcours d'éducation thérapeutique différents, que ce soit en premier recours, que ce soit en établissement, ou pour des problématiques très spécifiques. On peut là donner comme exemple le diabète gestationnel qui préfigure le diabète de type 2. Et de ce fait, en fait, on va favoriser une prise en charge très précoce du risque de diabète chez ces mamans, futures mamans présentant un diabète gestationnel par l'éducation thérapeutique. Voilà les grandes lignes. Et l'enjeu étant surtout d'assurer une animation régionale en lien avec les territoires, en lien avec les structures de coordination territoriale, pour enrichir un petit peu les outils, les référentiels, mais aussi la cartographie des ressources, puisque dans un parcours, on peut arriver à des besoins très spécifiques à un niveau élevé de problématiques. Par exemple, je pense au problème du pied diabétique, où on a des besoins très précis dans la pathologie, avec des pathologies lourdes qui sont à orienter sur des soignants qui ont une vraie expertise dans ce domaine. Sur le rôle de référentiel pour l'apport d'outils scientifiques notamment, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concrets ? Alors pour les référentiels, on développe des outils d'aide à la prescription, par exemple, en ce qui concerne tout le matériel pour l'insulinothérapie, les pompes à insuline, les thérapeutiques orales. On a un référentiel pour la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique. On est aussi identifié comme étant une structure qui peut accompagner les professionnels de santé dans l'élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique jusqu'à la déclaration. Donc, c'est un accompagnement, un appui collaboratif avec les professionnels qui sont motivés dans ce domaine. Plus généralement, vous nous l'avez dit, vous allez faire le lien donc, entre le territoire et les dispositifs, plus particulièrement en diabétologie, mais avec quels objectifs finalement derrière ? L'objectif, alors, j'ai bien aimé le petit film parce que je pense que quand on est un soignant, qu'on soit au CHU, ou dans un établissement public ou privé ou au cabinet en premier recours, on a parfois devant nous des patients en difficulté de façon isolée face à ce patient. Et l'objectif, c'est de développer en fait un travail de référentiel, d'outils, mais aussi peut-être aussi de travail collaboratif. Le PPS en est un, la RCP en est une aussi, pour essayer d'améliorer le parcours de cette personne et de la rendre plus facile, sans rupture, sans inertie, pour arriver à un objectif de santé qui est celui qui est recherché pour tout patient, être mieux avec sa maladie, être en meilleur état de santé possible ou avoir une évolution la plus favorable possible dans son état de santé. Donc, je pense que c'est un élément important. Ça impose une collaboration, un travail de réflexion entre les acteurs, à la fois ceux qui sont sur le terrain, et puis sur ce qui se passe aussi dans tout l'ensemble de la région, puisqu'en fait, il faut aussi faire un travail d'animation de groupe d'acteurs de santé qui vont réfléchir sur une problématique. Je pense par exemple ici à l'IETP qui s'est développé à cause ou grâce à la crise sanitaire de façon assez rapide. L'IETP, c'est l'éducation thérapeutique distancielle. Il y avait des cas isolés, on va essayer de développer pour pouvoir l'offrir à un plus grand nombre de personnes. On va répondre à des besoins à la fois individuels du patient qui va se dire, moi, je n'ai pas automatiquement du temps à passer dans un hôpital ou dans une salle de réunion. J'ai besoin d'éducation thérapeutique chez moi à distance. Et puis, rompre l'isolement territorial aussi, c'est un élément important. Une autre question, docteur Martini. Vous m'avez dit quand on a préparé cette session qu'il faut absolument faire en sorte de pouvoir garder une capacité d'autonomie des territoires. Ça, c'est essentiel. Alors moi, mon opinion sur un dispositif spécifique, c'est de s'appuyer sur les structures de coordination territoriale, CPTS, DAC, pour que des projets naissent, se développent et se maturent dans un territoire en lien avec les besoins réels du territoire et le mode de fonctionnement du territoire. Le DAC à la carte de Michel me paraît être un élément intéressant, c'est de dire chacun va construire son propre projet, mais l'objectif quand même, c'est d'accompagner pendant une période pour qu'à un moment, ce projet soit autonome dans le territoire et soit surtout pérenne. Parce que l'enjeu aussi, c'est qu'il devienne pérenne, qu'il s'intègre dans la problématique de la prise en charge, que la coordination de nos jeunes futurs médecins ou
jeunes médecins installés puissent appréhender cet outil, ce mode de fonctionnement de façon pérenne pendant leur carrière, le faire évoluer, bien évidemment, ça c'est un élément important, mais qu'ils deviennent pérennes dans le territoire. Docteur Dutèche, je vous vois acquiescer aux propos du docteur Martini. Je précise qu'en dehors de vos activités de président de la FORMS, vous êtes co-gérant d'une MSP et vous êtes médecin. Vous aviez déjà le projet des centres de santé il y a longtemps, il y a quelques années. M'avez-vous dit, vous êtes président aujourd'hui d'un institut de formation et du réseau ADO de la Haute-Garonne. Vous avez donc une vision assez précise de ces dispositifs qui existent déjà, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Quid des usagers ? On le dit, hein, la place des usagers, elle est essentielle dans tout ce remaillage. Quid de la démarche qualité, du financement du service rendu par les équipes de soins primaires, etc. Il y a quand même beaucoup de questions qui se greffent à toutes ces réorganisations, on va dire. Sur vos questions, très précisément, il est clair que aujourd'hui, l'usager, il n'est pas au centre du projet, il doit être partenaire du projet. C'est-à-dire que les citoyens, aujourd'hui, vous avez eu France Asso Santé avec Jean-Michel Bruel, normalement hier, j'ai pas vu la visio, mais j'ai vu le programme. Il est clair que si on veut que un patient qui est diabétique et qui est isolé, qui est en difficulté, et une équipe qui a du mal à répondre à des objectifs raisonnables, il est clair qu'il faut qu'il y ait une sorte de formation d'usagers, qu'ils soient des partenaires des projets de santé élaborés. Parce que effectivement, quand on questionne les usagers, ils comprennent pas très bien à quoi servent les soins, et on a vu des retours de prescription d'ordonnances, des études qui ont été faites il y a très longtemps au Canada, qui ont été faites aussi en France par rapport à des travaux universitaires. Il ne suffit pas de prescrire pour que la personne puisse s'approprier sa problématique de santé, qui est loin d'être simple pour les patients chroniques qui n'existaient pas il y a 40 ans. Il y avait très peu de patients chroniques. Aujourd'hui, ils sont des millions. Et il faut que le système de santé, le système de soins, les partenaires soient au service d'une amélioration qualitative des soins. Sur la formation des PTA et sur la place des professionnels de santé libéraux, il est clair aujourd'hui que beaucoup de ce qui se fait est porté par du bénévolat. Et ce bénévolat, il est utile et il n'y a pas de raison d'empêcher que les gens puissent être bénévoles. Mais l'idée, c'est que, ce que vous disiez à l'instant, s'il y a un service rendu, il faut qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. On ne peut pas considérer aujourd'hui que des CPTS soient des structures qui reposent sur le bénévolat de professionnels de santé. Il faut que, pour que les jeunes puissent être attirés, ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir une juste rémunération du travail fait. Et si on veut une rémunération, il est clair qu'on ne peut pas la décréter, mais qu'il faut une véritable évaluation, une démarche qualité. Et il est clair qu'on a vu il y a 20 ans, 25 ans, pour les maisons de retraite, le guide d'auto-évaluation Angélique, qui est devenu après, qui a été le projet pionnier, et puis après des guides d'auto-évaluation avec en plus des évaluations externes. On ne pourra pas faire l'économie de cette démarche qualité pour toutes les structures, que ce soit les MSP, les CPTS, les DAC et probablement les structures spécialisées, pour que justement, à travers par exemple l'exemple d'équipe d'éducation thérapeutique du patient, on puisse l'adapter à la maturité de l'usager et qu'on puisse progresser dans la qualité de la prise en charge. Docteur Moulin, vous êtes d'accord avec ce que dit docteur Dutèche ? Alors, on ne peut être qu'à d'accord avec ce qu'il dit. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Et là, c'est
C'est évident qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a l'appropriation des services rendus et en effet, il y a la nécessité d'adapter et d'intégrer l'usager au développement et au déploiement des différentes aides proposées. Et ensuite, derrière, bien sûr, on ne peut pas dire à la fois on a besoin de décharger le médecin de toutes les charges administratives et autres bureaucratiques et d'un autre côté dire tiens, c'est le docteur Intel, il va faire ça bénévolement en plus de son job. C'est juste impossible. Au Royaume-Uni, le médecin qui est en charge de la coordination et en fait de la gestion du cabinet médical, le médecin généraliste, il n'exerce pas plus. Il ne fait que ça. Il a un budget à gérer et en fait, il est directeur d'une structure. Donc, et il est rémunéré pour ça. Donc en effet, il y a toute une nouvelle mise en place qui se fait autour de nouvelles fonctions. Et de plus en plus, d'ailleurs, on le voit dans tous les organismes, que ce soit aux URPS, que ce soit dans les ordres professionnels, la charge de travail devient tellement considérable que le bénévolat habituel, aimable, n'a plus cours. On voit bien qu'un président d'un conseil régional de l'ordre des médecins consacre 2 jours et demi par semaine à son travail. Il ne peut plus être bénévole. Donc c'est un peu partout qu'on a en fait la notion d'évaluer la charge réelle et une juste rémunération. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des rentes de situation. Qu'est-ce que vous attendez-vous, je ne crois pas vous avoir encore posé la question, de la mise en place de tous ces nouveaux dispositifs et plus particulièrement des DAC? Alors moi, ce que j'en attends, c'est une réponse enfin à apporter, parce qu'on développe, nous, des tas de, je ne sais pas si je l'ai là, mais des tas de brochures pour faciliter l'exercice, pour développer l'attractivité du département, mais ce sont des brochures publicitaires qui valorisent le Tarn, mais il faut que je puisse aussi valoriser l'exercice médical dans le Tarn. Et pour le valoriser, nous, on a déjà développé lors de la précédente mandature au département un plan Tarn Santé avec un guichet unique. Et lorsque Mme Buzyn a créé ensuite le guichet unique, la Sécu, ici, il est déjà créé au sein du département, on garde la même structure. Donc on a déjà essayé de développer des aides à la fois pour la population, pour qu'il y ait un interlocuteur, et pour les médecins, ou quel que soit le professionnel de santé en quête d'installation. Mais si je peux en plus apporter une réponse dans mon feuillet publicitaire disant en plus nous avons des DAC qui vont vous aider, plus 5 CPTS, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait 5 dans le Tarn, plus je ne sais pas quoi encore d'autres qui vont faciliter l'exercice, je pense que ce sont des petits éléments qui, ajoutés les uns aux autres, vont convaincre les professionnels de santé qu'il est bon d'exercer dans le Tarn. Justement, c'est vrai. Je voulais en parler en fin de table ronde, mais on va en parler maintenant. Vous êtes aussi conseiller départemental du Tarn. Donc, vous pouvez nous parler de la place du département dans tout ce contexte. Via le plan Tarn Santé, une synergie mise en place en 2017 à travers une convention de guichet unique. C'est ce que vous avez commencé à nous dire. Est-ce qu'on peut rappeler son objectif ? Alors, l'initiative était... je travaille avec l'Aveyron depuis très longtemps. Le président de l'Aveyron, à l'époque, c'était Didier Labrusse, maintenant c'est vieille case. J'ai juste dit à l'époque à Thierry Carsenac, qui était le président du conseil départemental, il faut faire quelque chose et il faut juste, peut-être pas bêtement copier l'Aveyron, mais en tout cas faire aussi bien qu'eux. Et donc nous avons travaillé à l'époque, il n'y a aucune compétence sur la santé au département. En théorie, si vous cherchez, il n'y a rien. On peut cofinancer de l'immobilier, mais c'est tout. Donc en fait, il s'agissait de créer une dynamique au sein du département qui n'existait pas jusque-là pour valoriser le département en s'aidant des communes, des communautés de communes, agglos, etc. Donc en fait, on a créé une structure, une convention qui rejoint les URPS, l'ARS, les hôpitaux, le syndicat des internes, l'association des maires du Tarn. En partenaire associé, il y a aussi le fisc, l'URSSAF, etc. Avec un interlocuteur unique, qui dans le Tarn est Baptiste Laplace, avec un numéro unique qui permet à tout professionnel de santé d'avoir une réponse à toutes sortes de problématiques. Un emploi du conjoint, une place en crèche, où s'installer, comment s'installer, toutes les aides dont on peut bénéficier, parce qu'elles sont multiples. Il y a les aides départementales, les aides Sécu, les aides d'État. C'est extrêmement complexe. Si on recherche qu'est-ce qui est ZIP, ZAC, ZOP, c'est insupportable. Justement, mon confrère me disait, mais les internes, les médecins n'y connaissent rien. Oui, ils n'y connaissent rien. Mais c'est un touffu, c'est impressionnant. Donc ce guichet unique était là pour ça, pour valoriser le Tarn, mais aussi favoriser tout ce qui pouvait être explication. Et ça a été repris. La Sécu donc nous a laissé faire le guichet unique finalement au département. Elle est un partenaire extraordinaire dans le Tarn
comme l'ARS. Donc là, on n'a vraiment que des partenaires remarquables, quels qu'ils soient, les internes, etc. On veut créer un internat. Les internes nous disent combien il faut que ça coûte. Donc voilà, on a vraiment des partenaires. Après, ils sont venus me chercher pour les élections cantonales en me demandant de me présenter avec donc, ma colistière et pour être délégué à la santé, parce qu'ils voulaient créer une vraie délégation à la santé dans le Tarn, un petit peu comme dans la région avec M. Boone. Enfin, donc voilà. Donc en fait, on a créé un poste qui me permet d'avoir une vision un petit peu plus large comme partenaire pour travailler avec la région, mais aussi comme médecin, savoir exactement ce que mes confrères et les autres professionnels de santé attendent pour essayer de développer justement l'installation, parce que ce n'est pas seulement l'attractivité du Tarn qui est en jeu, c'est leur montrer que ça n'est pas dangereux de s'installer, que ce n'est pas quelque chose d'épouvantable, cauchemardesque, qu'en fait on peut faire les choses, on peut s'installer, vivre bien de l'exercice de son art, tout en étant dans une structure de soins coordonnée, tout en étant aidé pour toutes les tâches qui les rebutent, et faire un formidable métier. Je veux dire, tu es d'accord avec moi, c'est un formidable métier. Donc en fait, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir porter ce message grâce à tous les partenaires, les DAC, etc. Qu'est-ce qui a changé dans l'appréhension ou qui est-ce qui a fait qu'il y ait un tel changement dans l'appréhension du métier de médecin, de l'exercice médical? On disait en préambule que les jeunes ne cherchent pas forcément un salariat aujourd'hui, mais plutôt un exercice en collaboration. Qu'est-ce qui a impulsé ce changement-là qu'on note vraiment, qui existe aujourd'hui? Je ne sais pas exactement, il y a un changement sociétal global de la perception de l'individu au sein de la société. Les médecins qui viennent me disent qu'ils cloisonnent l'activité professionnelle, l'activité familiale et l'activité de loisir, et qu'aucun de ces trois ne doit empiéter sur l'autre. Et les trois sont aussi importants? Aussi importants pour eux les uns que les autres. Donc en fait, on comprend très vite que si on facilite l'exercice professionnel, d'un certain sens, qui est moins anxiogène, parce que je ne sais pas pourquoi c'est vécu comme aussi anxiogène que ça. Ils ont 9 ans d'études, bientôt 10 ans. Je ne sais pas pourquoi. Et tu as tout à fait raison, on fabrique des Formule 1. Mais on fabrique des Formule 1. Les médecins qu'on fabrique sont... Moi, j'adorerais reprendre des études de médecine. Je serais... Mais alors, c'est extraordinaire maintenant. Mais le problème, c'est qu'on fabrique des Formule 1 qui n'ont pas envie de s'installer parce qu'ils ont peur. Et je ne sais pas ce qui leur fait peur dans l'installation. Je pense que c'est la charge administrative et aussi la complexité, parce qu'on leur dit partout dans les médias qu'ils vont tout gérer dans le premier recours avec les cas complexes, etc. Mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt du métier. C'est ça, c'est l'appréhension des soins primaires qui fait peur à un jeune médecin qui s'installe? Très nettement, ceux que j'ai interrogés, les 17 que j'ai interrogés sur les 20 qui ne sont pas installés, c'était ça, plus la notion de manque de liberté. Le fait de s'installer, alors que le fait de faire des remplacements, ils se sentent totalement libres et autonomes, ils peuvent refuser un remplacement et partir à la réunion. Le fait de se fixer à un endroit donné est quelque chose qui, pour le moment, les rebute aussi. Donc, c'est pour ça qu'un temps partiel, autour de 3 jours par semaine, leur convient beaucoup mieux, finalement, dans leur esprit que moi, quand j'ai commencé la médecine générale, j'exerçais 6 jours par semaine. Ensuite, on est passé à 5 jours et demi parce qu'on n'avait plus besoin de travailler samedi après-midi. Mais moi, je fais partie d'une génération qui a bossé le samedi après-midi encore. C'est toi aussi, je suppose. Donc voilà. Non, mais c'est compliqué. Là. Il y a eu plusieurs thèses sur pourquoi les médecins ne veulent plus s'installer. Il y a eu des thèses très détaillées sur l'étude sociologique du corps médical et de sa peur d'installer. Alors, cette peur n'est pas définitive, mais ils attendent jusqu'à parfois 40 ans pour s'installer. Or, nous, on a prévu dans nos études qu'à 30 ans, ils s'installent. Je veux dire, 34 ans, grand maximum. Michel Dutèche. Oui, alors, c'est ravi d'être avec toi à cette table ronde, avec vous tous. Moi, il n'y a pas de réponse univoque. On est dans un phénomène générationnel, mais il est clair que tout ce qui est en train d'être créé, les PTA, les CPTS, les MSP, le CHU qui se retourne vers ces territoires, tout ça va dans le bon sens, mais comment dire,
c'est un problème de formation initiale. Pour moi, enfin, un des gros facteurs, c'est la formation initiale. Quand vous formez un pompier, le pompier, il est formé sur quelque chose de très précis. Enfin, il y a les incendies, il y a les secours, etc., etc. Quand vous formez un étudiant en médecine, il est formé par qui? Il est formé par des excellents professeurs tout à fait experts, hospitaliers, et il n'est pas du tout formé à ce qu'il va rencontrer. Et y compris les jeunes professionnels qui vont faire une carrière hospitalière, ils ne savent pas ce que c'est que le soin primaire. Ils ne savent pas ce que c'est que le soin de ville. Donc aujourd'hui, ce qui est devenu le soin de ville, la Sécu a été créée en 70, enfin la généralisation de la Sécu, c'est pathologie aiguë des gens jeunes en bonne santé. Aujourd'hui, c'est prise en charge de patients polypathologiques avec des problèmes médicaux, psycho, sociaux, culturels, c'est un mot valise, mais qui rassemble bien les choses. Et comment voulez-vous appréhender quand vous êtes quelqu'un qui a été formé à une prise en charge, je dirais, clinique, alors qu'il y a une complexité abordée? Si vous n'êtes pas en équipe, si vous n'avez pas le recours à l'intérieur de l'équipe d'une volonté de travailler ensemble, si vous n'avez pas des structures qui vont vous accompagner comme les DAC, un petit peu des super spécialistes, ben, le TP que fait Jacques, c'est surtout pas le TP que feront les CPTS. Ça va être tout à fait autre chose. Mais par contre, c'est une ETP, une éducation thérapeutique du patient, qui est formidablement pointue et dans laquelle il faut décliner des adaptations au terrain. Mais s'il n'y avait pas des gens comme le CHU, comme des experts, où on irait? Quand on voit qu'on soigne formidablement bien beaucoup de choses, mais le réel, c'est préparer les professionnels de santé libéraux à ce que c'est que le soin primaire et qu'ils puissent s'approprier les choses. Voilà. Et il faut devenir des professionnels heureux. Le commun dénominateur commun de beaucoup de professionnels, c'est la souffrance au travail. Il n'y a pas que. Et je pense que l'objectif de tout ce qu'on est en train de défendre, c'est de se dire, on va bosser ensemble, on va bosser avec les usagers et on va essayer de leur apporter un service qui soit à la hauteur de ce qu'ils peuvent attendre au vu de ce qu'on fait tous les jours. Docteur Aimé Mort. Oui, alors je rejoins complètement ce que viennent d'évoquer mes deux confrères. Juste dire que je connais à la fois, puisqu'on parlait de salariat, de libéral, moi j'ai été libéral pendant 15 ans et j'ai ensuite été salarié pendant 15 autres années dans les centres de santé. Alors juste une petite chose, c'est que quand on parle de salariat, c'est quand vous disiez c'est pas ce que recherchent forcément les médecins, puisque juste quand même pour préciser une chose, dans nos centres de santé, c'est un salariat un peu particulier puisque la rémunération est fonction de l'activité, donc c'est pas une rémunération forfaitaire. On rejoint quand même d'une certaine manière ce que font les médecins libéraux. Et on le disait tout à l'heure, ce qui justement pose problème pour les jeunes médecins, c'est tout l'aspect administratif et notre attractivité aujourd'hui dans nos centres de santé, qui a fait qu'on a été rejoint par un grand nombre de médecins, de jeunes médecins, c'est justement parce qu'ils n'ont pas cet aspect administratif, puisque nous, il y a une gestion administrative, ils n'ont que du médical à s'occuper, en ayant un salaire attractif, puisqu'il est fonction de leur activité à l'équivalent de ce qu'ils auraient en libéral. Donc déjà, je dirais que c'est un modèle, d'une certaine manière, qui peut être intéressant et qui pourrait être discuté, échangé, voir comment on peut travailler aussi dans cet objectif-là. Mais, bien sûr, je rejoins complètement ce qui a été dit, mais on a beau effectivement tourner. Alors, je suis également MSU depuis des années, j'ai aussi des internes qui passent et qui fait que justement ils voient un petit peu notre modèle et qu'ils y viennent aussi. Mais oui, maître de stage universitaire. Maître de stage universitaire. Le fait est qu'on est quand même obligé de revenir sur le fait du nombre de médecins aujourd'hui. Et je vois, nous, sur les secteurs ruraux où on se trouve, mais bien, on arrive à être les seuls, petit à petit, présents sur les secteurs. Il n'est pas normal qu'il n'y ait que des centres de santé. On pourrait penser qu'on a une vertu hégémonique qui n'est pas du tout ce qu'on envisage de faire. Et c'est pas
toute façon bénéfique pour nous qu'on soit les seuls, puisque comme je le disais tout à l'heure, les récriminations qu'on peut avoir de la population, on est les seuls à les assumer actuellement. Donc c'est important qu'il y ait justement cette pluralité de modes d'exercice. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait des confrères libéraux qui viennent s'installer sur les secteurs où on est. Preuve en est, c'est qu'on a fait cet effort déjà depuis longtemps. On est sur le secteur nord du Gard. On est en partenariat avec une MSP, puisque notre centre de santé de la commune de Bessèges est inclus dans une MSP. Donc, c'est même une première nationale quand on l'a créé. Donc c'est vrai qu'on peut travailler de cette manière-là, les libéraux, les salariés, dans une même entité. Mais encore une fois, le nombre de médecins va quand même faire défaut. On n'a pas encore touché le fond concernant le nombre de médecins. Et quand on disait qu'il faut 2 à 3 fois plus de médecins, parce que c'est vrai qu'ils veulent du temps partiel, nous, quand ils viennent chez nous, ce qui les intéresse, c'est le temps partiel. C'est effectivement de pouvoir se consacrer à d'autres choses que l'activité professionnelle. Et donc, il faut aussi voir comment on s'organise, et c'est là que je crois que les PTA, les DAC sont là aussi pour nous y aider. Mais je crois qu'il faut aussi un partage des compétences avec d'autres professionnels de santé. Ça ne peut pas être aujourd'hui que les médecins, mais par la force des choses. Ce n'est pas une question, j'allais dire, philosophique de dire, ou de rester dans son précaré, dire il n'y a que les médecins qui sont capables de suivre un patient chronique. Je pense qu'aujourd'hui, on a les infirmières de pratique avancée qui font ce qu'il faut pour pouvoir justement avoir les compétences nécessaires pour un suivi des patients chroniques, des patients complexes. Nous, dans nos centres de santé, ça fait longtemps qu'on travaille sur justement les cas complexes, puisque des réunions de concertation pluriprofessionnelle, on les a toujours mis en application. Et c'est vrai qu'on a travaillé, et moi j'ai, en 15 ans, à chaque fois invité dans mes réunions de concertation pluriprofessionnelle les services sociaux, des représentants aussi des services médico-sociaux, des infirmières coordinatrices. Et c'est important que justement on puisse échanger et qu'on puisse avoir des professionnels en capacité aussi de suivre des patients chroniques qui libèrent du temps pour le médecin, qui peut se consacrer après à des consultations non programmées. Parce que ce qui fait le défaut aujourd'hui, c'est pas tant de pouvoir suivre des patients chroniques, parce qu'on peut s'organiser là-dessus, mais c'est de pouvoir répondre aux non programmés. Dans nos secteurs, la forte demande, elle est là. C'est ce que j'allais vous demander concrètement sur un territoire. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Vous m'avez dit notamment une meilleure orientation des patients. Oui, alors cette meilleure orientation, elle passe peut-être justement par les plateformes d'appui. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir répertorier, savoir où sont les réponses possibles du non programmé. Parce que si on dit vous avez tel médecin à tel endroit, et qu'on l'adresse sur ce cabinet ou sur ce centre de santé ou sur cette MSP, et qui ne sont pas en capacité parce qu'ils sont déjà surchargés, c'est vrai que ça va poser problème, parce qu'on va leur dire non, on ne peut pas vous prendre. Nous, on se rend compte que sur nos territoires, on a 15% de la population qui n'a pas de médecin traitant. C'est incroyable. Je veux dire qu'on ne peut pas uniquement s'organiser pour justement, dans les MSP ou dans les centres de santé, on ne peut pas uniquement s'organiser pour pouvoir prendre en charge nos patients. On sait que dans le cas de la CPTS, c'est bien sûr un objectif populationnel, et c'est dans le cadre de la CPTS qu'on réfléchit sur comment répondre justement à la fois à ces patients qui n'ont plus de médecin traitant, et aussi à ces consultations non programmées. Donc après, il y a des réponses. Moi, je pense que notamment les outils numériques, la télémédecine, il y a plein aujourd'hui de possibilités de mise en place d'outils qui permettent d'y répondre. Ce n'est pas un outil qui sera plus performant qu'un autre, c'est l'ensemble de ces outils. La télémédecine, c'en est un. Elle ne peut pas répondre, bien sûr, d'une manière permanente à la demande d'un patient, mais forcément de pouvoir orienter sur des consultations de télémédecine. Et ça, les plateformes d'appui, les DAC, si elles sont informées qu'il y a tel créneau de consultation possible en télémédecine, je pense que c'est un élément également important au niveau de la population. Il faut qu'il y ait à la fois qu'il y ait une information des professionnels de santé, c'est évident, qui puissent
se connaître entre eux. C'est le principe même de la CPTS, mais les facilitateurs, ce sont les plateformes d'appui qui permettent justement ces échanges. Mais il faut aussi que la population soit informée. Je veux dire, tout à l'heure, si je disais qu'on a de plus en plus des patients qui sont agressifs, c'est parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Et on peut comprendre qu'on a des enfants qui viennent pour leurs parents âgés et qui nous disent mais plus personne ne veut venir chez mon père ou chez ma mère. Qui va le suivre dorénavant? Et on peut comprendre qu'il soit remonté. Ça, il faut qu'il y ait une information qui soit faite aussi au niveau de la population. Alors après, moi, je sais pas comment elle peut être faite. Est-ce qu'il faut travailler avec les collectivités locales? Est-ce qu'il faut travailler avec certaines associations de patients? Bien sûr qu'il y a certainement des choses à faire, mais il faut qu'il y ait une meilleure information. C'est pas simplement de se coordonner entre nous, de s'informer entre nous. C'est effectivement, et je crois que tu le disais tout à l'heure, c'est aussi qu'il y ait effectivement le patient, il est au centre, et pas qu'au centre, mais il est partenaire. Et effectivement, il faut que ça le soit dans les faits. Voilà. Et vous disiez plus d'informations, notamment sur les démarches à effectuer, sur la situation du secteur sanitaire, surtout dans les zones rurales et semi-rurales. Oui, où la situation parfois est catastrophique. Parce qu'elle c'est effectivement des zones où on connaît des problématiques importantes. Je veux dire qu'on le vit actuellement tous les jours. Je veux dire qu'on a, et ça devient compliqué parce qu'on disait tout à l'heure que pour les médecins, aujourd'hui, ils veulent avoir des facilités d'exercice, mais on en arrive à pratiquement être obligé de dire on ne peut pas prendre des congés à tel moment parce qu'on se retrouve dans une situation telle que pour assurer une continuité des soins, ça devient compliqué. Alors même nous, on connaît les limites, alors que je disais tout à l'heure, c'est attractif, mais on ne peut pas être tout seul nous sur un secteur, on peut être que nos centres de santé, parce que moi je vois aucun problème de dire par exemple sur une période donnée, sur un certain nombre de jours, de dire on peut pas assurer la continuité des soins, de s'entendre avec une MSP proche, de voir comment on peut s'organiser pour justement organiser cette continuité des soins. Donc voilà, tout ça, je pense que ça passe aussi par justement ces plateformes d'appui. Alors Michel Dutache et puis ensuite Fatima pour nous remettre un petit peu, reposer le DAC et l'utilité dans ce contexte et tout ce qu'on entend. Oui, Michel Dutache. Alors, comment dire, il y a des patients sans médecin traitant. On dit qu'il y en a 4 millions en France, où j'ai lu ça il y a quelques mois. Je ne suis pas sûr de ça. Sur les actes non programmés, il y a quand même des retours d'expérience qui montrent que devant une demande impérieuse auquel il est important de répondre, il y a un facteur. Il faut prendre le temps d'éduquer les patients pour comprendre à quoi on peut servir. Du moment que vous allumez une lumière dans la nuit, tous les insectes arrivent. Du moment que vous avez centre médical, maison de santé pluriprofessionnelle, ça attire des gens. Mais en même temps, ces gens-là, ils sont en demande. Ils ont une souffrance, ils ont une attente, ils ont une plainte. Le problème, c'est aussi qu'ils apprennent à prendre en charge et à savoir ce qu'ils peuvent attendre de ce service. Au début, où je me suis installé, il y a fort longtemps, 38.5, c'était une urgence vitale. Il fallait partir de la consultation en bagnole pour aller dans une maison, etc. Les gens, ils viennent maintenant, les parents savent donner un petit peu de Doliprane, du sérum Phi dans le nez, et aujourd'hui, cette pathologie a disparu. Donc, il est clair que si on n'éduque pas les citoyens à ce que c'est qu'un système de santé et de ce qu'il peut rendre, effectivement, il y a des frustrations, il y a de la colère, il y a de la violence. Donc, sur les actes non programmés et sur les patients qui n'ont pas de médecin, on a creusé un peu dans certaines CPTS en Occitanie, on s'est aperçu que beaucoup de ce qu'on croyait qu'il n'avait pas de médecin avaient des médecins, mais les médecins qui n'avaient pas référencé, etc., etc. Donc, il est très important sur un territoire de travailler en partenariat pour justement répondre à ces attentes et offrir quelque chose qui est efficient et qui est compréhensible pour chacun. Je voudrais vous faire réagir, docteur Martini, à tout ce qui vient d'être dit par vos confrères précédemment. J'imagine que vous avez envie de rajouter quelque chose en complément. Et puis peut-être aussi nous donner des exemples concrets de projets communs ou collaborations avec certaines MSP que vous mettez en place.
En fait, je vais répondre par des exemples concrets. Très bien. Le premier, concerne le Tarn. Donc, on a eu l'expérience d'un travail collaboratif avec 5 maisons de santé du Tarn Sud qui souhaitaient développer des actions en diabétologie pour leur patientèle. Et on a travaillé avec eux sur le dépistage de la rétinopathie et sur le risque podologique, qui n'est pas négligeable en fait dans la prise en charge des patients en termes de risque de morbidité et de mortalité sur le moyen terme. Et je pense que l'objectif a été de travailler en collaboration avec les structures, et aussi que les structures s'organisent localement, en interne, sur qui fait quoi. Qui fait quoi, et ils ont été chercher des ressources hors des structures, des MSP, en particulier pour les orthoptistes. Et le rôle, par exemple, d'un DAC dans ce domaine-là, c'est d'identifier en fait les acteurs qui pourraient participer à un projet de ce type au niveau du territoire, proche des centres de santé, mettre en relation le dispositif spécifique régional, par exemple pour nous, pour la rétinopathie, à la mise à disposition vraiment concrète d'un appareil de rétinographie pendant une période donnée, pour réfléchir à l'acquisition ultérieure d'un appareil de façon plus pérenne. Et on a l'exemple ici de l'Aveyron qui est maintenant très autonome et qui fonctionne avec le réseau territorial de l'Aveyron. Donc l'idée là, ça revient à dire que quand on a une problématique à résoudre de suivi, on doit s'organiser en interne et on doit aller rechercher des ressources proches de ces structures, mais aussi des ressources régionales mises à disposition de façon transitoire pour arriver à l'autonomie et à la pérennisation. Le deuxième exemple de soins non programmés, ça ne concerne pas diabète Occitanie directement, mais quand on parle de CICAT Occitanie, on parle de téléconsultation sur des plaies chroniques complexes. Et là, on a une réponse rapide à une problématique de soins. Alors, en première ligne, ce sont surtout les infirmières libérales, ou les infirmières ou les soignants de maison de retraite. Et l'idée là de la télémédecine, c'est de décharger en fait les soignants d'une problématique d'expertise à la recherche d'un expert dans le territoire proche, alors que là, on a une expertise au niveau de la région qui répond à une problématique spécifique de pathologie. L'ulcère veineux, l'ulcère artériel, le pied diabétique, l'iscar. Donc là, on est vraiment dans le non programmé où il y a besoin assez urgent d'expertise et d'orientation des soins. Le travail après du PSR, mais aussi du DAC surtout, c'est d'aider ensuite le soignant, le premier recours, à orienter ses patients pour des examens complémentaires, pour un acte spécifique. Donc là, on est vraiment dans l'organisation territoriale du parcours d'un patient ayant une pathologie complexe. Donc on a deux exemples où on a une organisation interne qui va s'organiser avec l'environnement proche pour aller chercher des ressources en appui avec la structure régionale et le DAC, et une réponse, alors on est dans la semi-urgence, mais parfois dans l'urgence, dans la plaie chronique. Et donc là, on a une réponse par la télémédecine et la téléconsultation. Et là, l'expert, il est à disposition, qu'il habite Tarbes ou qu'il habite à l'Est, c'est la même chose, il est expert dans sa pathologie, il répond, il oriente ensuite. Le DAC peut servir de soutien à la coordination du soin par la suite, dans le PPS, par rapport au PPS. Fatima Bouga, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire le docteur Martini sur le rôle du DAC qu'il vient de nous exposer. Oui, tout à fait. Bon, alors c'est vrai que voilà, c'est un rôle qui est voilà, le plus important, c'est vraiment de travailler et de créer du lien. Moi, je pense que là vraiment, c'est très important de penser une triangulation usager, DAC, dispositif qui va être mobilisé. Médecin traitant, c'est plus qu'une triangulation. Du coup, on va partir en pentagone. Voilà. Donc, je pense que voilà, la place du DAC est essentielle pour créer du lien, pour proposer, pour mobiliser des ressources, mais pour partir surtout de l'existant, de qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mobiliser pour ne pas recréer non plus, et surtout pour optimiser finalement ce qui existe. Ça veut dire que vous allez vous appuyer sur les compétences existantes. Alors exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, le DAC va être composé d'équipes déjà existantes, comme j'ai dit tout à l'heure. L'idée de regrouper des réseaux territoriaux,
les Mayas, PAERPA s'il en existe sur le territoire, et les équipes PTA qui ont déjà des missions, tout âge, toute pathologie, tout handicap. La PTA est déjà départementale, c'est un outil avec un numéro unique qui intervient pour les situations complexes, tout âge, toute pathologie, tout handicap. À l'inverse du DAC, enfin, la différence avec le DAC, c'est que le DAC en fait va intégrer des nouveaux dispositifs au sein même de ces dispositifs. Donc, les Mayas qui auront quand même une orientation plus personnes âgées, puisqu'elles l'ont déjà, voilà, et les réseaux territoriaux qui ont des orientations soit polythématiques, soit bithématiques, soins palliatifs douleur ou maladies chroniques, soins palliatifs, voilà. Et l'idée, c'est que si le DAC ne peut pas répondre à la demande, il va mobiliser, et c'est le travail d'orientation du DAC et de connaissance du territoire, de la fine connaissance du territoire, de mobiliser les ressources les plus à même de répondre à la situation. Toujours avec un principe, le principe de subsidiarité. Le subsidiarité qui vraiment s'appuie sur qui est le plus opportun pour répondre à la situation et au plus près de l'usager, du besoin. Et là, j'insiste. En fait, on ne part pas de l'outil, on part du besoin. Et donc, bien sûr, la notion d'usager partenaire du DAC, mais c'est essentiel. Les usagers font partie du COPIL départemental. Ils sont dans le COPIL départemental du DAC. On ne peut pas travailler un projet pour une personne si elle n'est pas présente, évidemment. Donc ça, c'est important. Après, moi, je voulais quand même parler aussi d'une situation, parce que là, on parle effectivement d'un défaut de médecins sur les territoires. On a des problématiques infirmières sur les territoires aussi. C'est-à-dire que les infirmières, pour certains territoires, on a beaucoup de difficultés à trouver des infirmières. D'abord, la crise Covid a fatigué, épuisé des infirmières, mais surtout, elle les mobilise beaucoup sur d'autres champs qui sont le dépistage et la vaccination. Pour parler du département de l'Hérault, on a une vraie grosse difficulté à mobiliser des infirmières, principalement sur les soins lourds. Un travail qui a été fait, là c'est l'exemple que je voulais vous donner parce que je trouve que voilà, ça montre un petit peu la mobilisation qui en est faite, c'est que au vu des difficultés et finalement des ruptures de parcours, parce que ça entraîne aussi des ruptures de parcours pour certains patients, il a été proposé avec la sécurité sociale, l'ARS et la PTA de venir en appui aux CPTS, aux professionnels pour penser peut-être soit une nouvelle organisation, soit un nouveau système. Alors ça, on est en cours, une réflexion sur comment répondre à ces soins lourds pour des infirmières qui sont parfois épuisées. Parce que faire un soin lourd pour une infirmière qui est seule, eh ben, en fait, c'est gérable, mais qu'un temps. Et d'ailleurs, la question était, mais pourquoi à l'hôpital ou dans un établissement, l'infirmière finalement est accompagnée d'une aide-soignante pour faire une toilette qui dure parfois plus de 20 minutes, et pourquoi à domicile, elle se retrouve finalement toute seule? Parce que mobiliser les dents, ça a ses limites aussi. Voilà. Mobiliser une auxiliaire de vie, ben en fait, c'est prendre du temps sur un autre temps pour cette personne. Donc, vous voyez, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a la problématique médicale du médecin, mais il y a aussi la problématique des autres professionnels qui entourent les personnes. Et là, effectivement, la PTA aujourd'hui, le DAC demain, en mobilisant les professionnels du DAC, ben, pourront venir en appui de ces CPTS. Voilà. Le DAC demain, quand on dit le DAC demain, c'est à quel horizon? Juillet 2022. D'accord. L'année prochaine, à cette heure-ci, on pourra en parler de façon plus concrète. Voilà. J'ai déjà pas mal de questions qui arrivent, donc je vous propose de vous les formuler. Essayez, dans la mesure du possible, de nous envoyer des questions assez synthétiques. La première question de monsieur ou madame Larche, l'association pour aider, prévenir et accompagner en Médoc AAPAM. Quelle place accordez-vous au... Alors, attention aux acronymes. Quelle place accordez-vous au SAAD, au SSIAD, au SPA-SAD, j'espère que vous comprenez tous ces acronymes, moi non, dans cette coordination au sein des MSP et des CPTS? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Michel Dutèche. Si j'ai bien compris, SAAD, SIAD, voilà, c'est les services SPA-SAD. d'aide à domicile. Oui, d'accord. Et c'est les services de soins infirmiers à domicile, etc. Voilà, ok. Ils apportent un service éminent aux personnes isolées chez elles.
pour les services d'aide à domicile. Pour les SIAD, c'est supervisé par une infirmière, c'est des aides-soignantes. Donc il est clair que dans un territoire, quand il y a un SIAD, il y a une réelle plus-value pour les infirmières, pour les équipes soignantes, pour prendre en charge les patients à domicile et permettre aux aidants, parce que quand il y a un maintien à domicile d'une personne qui est dépendante ou qui a une pathologie lourde, il faut bien voir que s'il n'y a pas d'aidants autour et si les aidants ne sont pas en forme, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir quelqu'un de très dépendant d'une pathologie très complexe tout seul. Hein, il a besoin de l'environnement amical, familial, etc. Donc, pour répondre très clairement, en tout cas pour nous, pour la CPTS de Villefranche-de-Lauragais, que j'ai l'honneur de présider, la directrice du SIAD fait partie du conseil d'administration. Parce qu'il est clair qu'il y a des passerelles à créer dans la prise en charge des patients. Et que quand chacun est dans son coin, ça ne marche pas. En même temps, là, ça a un peu changé avec la crise Covid sur le financement, mais il est clair que, alors je ne sais pas très bien où ça en est aujourd'hui, c'est que quand le SIAD doit rémunérer l'infirmière libérale, c'est clair que ça ne marche pas. C'est un effet pervers, parce que l'infirmière libérale qui fait des soins complexes, elle est obligée de facturer, c'est normal, c'est son travail, et si on veut qu'elle fasse du bon boulot, il faut qu'elle soit rémunérée pour le travail qu'elle fait, mais il ne faut pas que ça impacte sur la prise en charge purement aide-soignante du SIAD. Donc il y a quelques péchés mortels dans les organisations réglementaires, mais aujourd'hui, je pense que ça a évolué, mais il faut que tout le monde puisse travailler dans son rôle. Il ne faut pas que l'infirmière soit minorée dans le SIAD parce qu'elle prend en charge une personne qui a une pathologie lourde. C'est des choses des cuisines, si vous voulez, des problématiques très importantes. Et on est aujourd'hui dans quelque chose, ce que disait Fatima tout à l'heure, juin ou juillet 22 Juillet 22, tout marche, tout est nickel. Voilà, donc non, personne n'y croit. Mais il Allez, est on clair, va être optimiste il est un peu. clair qu'on va vers quelque chose et qu'on est dans une période de transition et d'accompagnement pour lesquels les bonnes volontés sont voilà. Et il faut que le partenaire qui est la centralité, qui est le ministère de la Santé, qui est l'élu, qui est le médico-social, puissent travailler ensemble pour améliorer et pour financer les choses. On en a déjà parlé longuement tout à l'heure. Docteur Mort. Oui, juste pour compléter ce que tu disais, c'est qu'effectivement, pour nous, ça nous semble également une évidence que ces structures fassent partie de la coordination de la prise en charge des cas complexes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, dans nos RCP, on y invite ces responsables, ces infirmières coordinatrices. Il est évident que il faut qu'elles soient là pour justement mettre en place avec nous et avec aussi après les représentants des services sociaux de pouvoir mettre en place les mesures les plus appropriées. Docteur Martini, vous intervenez quand vous le souhaitez. Hein, vous me faites signe si vous voulez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Je me permets aussi juste de rajouter une autre chose, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de la prise en charge du non programmé et des problématiques de la population qui n'a plus de médecin traitant, on a, et je ne sais pas si c'est le cas après sur les autres CPTS, hein, c'est qu'on a aujourd'hui une médiatrice en santé, nous, sur notre secteur, qui est pris en charge dans le cadre de la CPTS. Et c'est vrai qu'elle fait un travail remarquable, cette médiatrice en santé, parce qu'elle va vers des publics qui sont complètement hors du parcours en santé. Et ce sont des personnes qui vont être bientôt parmi ceux qu'on va être obligé de traiter dans les cas complexes, parce qu'ils ont des problèmes de santé qui sont en train de s'aggraver tout doucement, mais comme ils sont hors parcours de santé, on va les récupérer que quand justement ils auront des problématiques importantes. Donc c'est aussi important ce travail-là des médiateurs en santé, ce qui est là. Le cas là-dessus. Puis pour revenir aussi sur ce qui est fait, notamment sur le cas du diabète, notamment dans le cadre de cette téléexpertise, nous c'est ce qu'on développe aussi, cette téléexpertise, et je trouve aussi essentiel parce qu'on gagne du temps là aussi, et on a des réponses immédiates
de professionnels spécialisés. Ça, donc on le fait notamment pour le suivi des plaies. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis un bon bout de temps. Et je crois qu'il faut effectivement continuer dans cette démarche. Et on a sur Toulouse, sur le Gérontopole de Toulouse, un projet ICOP là, qui a déjà démarré depuis un petit moment, qui là aussi va pas dans une démarche pour l'instant de prise en charge des cas complexes, mais on est dans la prévention du cas complexe, parce que il faut aussi prévenir ces situations. C'est pas simplement d'être dans le curatif, parce que là, bien sûr, il faut trouver les solutions pour les cas complexes existants, mais évitons qu'il y en ait de plus en plus. Et justement, ces démarches, et quand je disais les outils numériques, c'est quelque chose aujourd'hui qui est incontournable dans notre activité, c'est qu'effectivement ce que le Gérontopole gère dans ce projet ICOP, c'est justement la prévention de la perte d'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge le patient avant même qu'il se retrouve dans des situations plus complexes. Docteur Dutèche, un complément. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on a parlé des infirmières de pratique avancée, on a parlé des médiateurs en santé, on n'a pas parlé des infirmières azalées. Il est clair qu'aujourd'hui, IPA, infirmière de pratique avancée, infirmière azalée, médiateurs en santé, assistants médicaux, sont des nouveaux métiers qui vont permettre d'améliorer les prises en charge et de les rendre beaucoup plus efficientes, à condition qu'elles soient dans un parcours coordonné. Et dans ce parcours coordonné, le DAC a toute sa place, mais ce DAC, il doit travailler, comme tu le disais à l'instant, avec les équipes, avec ce qui existe, et trouver la juste mesure de l'application. Quand on est dans une équipe coordonnée, on a une qualité de vie, on a des secrétaires, on a des collègues, on s'appuie sur les collègues, on s'appuie sur les infirmières azalées, et on a une efficacité, une efficience décuplée. Et donc, on est beaucoup moins en charge. On a intégré il n'y a pas très longtemps une médecin qui travaillait seule et qui a vu sa vie transformée, parce que dès qu'il y avait quelque chose d'un peu complexe ou un acte non programmé un peu costaud, ça lui bouffait la demi-journée, elle ne pouvait pas recevoir ses patients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réglé en équipe coordonnée. S'il n'y a pas cette équipe coordonnée, comment voulez-vous avoir un confort de vie ? Voilà. Ah ben justement, Romain Clairvoy nous pose la question suivante. Comment se déroulait cette approche ? Docteur Martini, vous vouliez rajouter quelque chose ? Allez-y. Oui, je voulais juste apporter un élément supplémentaire, c'est que au sein des actions coordonnées, le rôle des DSR, c'est surtout d'impulser de l'innovation. Alors, on la voit là dans les échanges que l'on a, c'est-à-dire que comment résoudre certains problèmes de patients ou de stratégie de prise en charge, et la collaboration avec les structures de coordination DAC ou de CPTS, mais avec les acteurs de premier recours, c'est de se mettre autour de la table et de se dire comment on va créer de nouveaux programmes, de nouvelles stratégies avec de nouveaux acteurs, les IPA en premier, Azalée, c'est déjà bien avancé depuis longtemps. Et dans la maladie chronique, on va être même de développer de l'innovation au sens technique, mais aussi au sens de pratique de soins grâce à de nouveaux acteurs. Et je crois que c'est aussi le rôle du DSR à impulser ça dans les territoires et trouver, grâce au DAC, mais au CPTS aussi, des pilotes, entre guillemets, des structures pilotes qui souhaitent avancer dans cette démarche. Alors, il n'y a pas que le diabète, il y a d'autres maladies chroniques. Souvent, les gens vont s'orienter par rapport à leurs problématiques en pratique, je dirais, quotidienne. Mais l'innovation va passer par là, c'est-à-dire les outils numériques, la téléexpertise, les RCP, mais aussi des parcours très spécifiques. Moi, je pense, on parle de la gériatrie, mais quand on discutait avec Michel Butès du diabète gestationnel, on se rend compte que le diabète gestationnel, ça ne se résume pas à la grossesse en elle-même, c'est la sensibilisation au dépistage, mais c'est aussi le suivi ultérieur de la maman pour éviter le diabète de type 2. Donc, tout ça, c'est une stratégie de parcours. Et dedans, il faut mettre des acteurs qui vont assurer, coordonner ce suivi, qui vont prendre en charge ces patientes, s'assurer que le suivi est bien fait. Je pense que l'innovation naît de la coordination. C'est-à-dire que la coordination va soumettre des problématiques qui va nécessiter une réflexion d'innovation dans la prise en charge du patient.
Je saisis ce terme d'innovation pour vous adresser la question suivante posée par Romain Clairvoy. Comment se déroulait cette approche de la complexité via le premier recours il y a 50 ans? Est-ce qu'on peut considérer que c'était mieux avant? Docteur Moulin? Alors, j'avais dit à un moment dans une intervention qu'on détruit beaucoup plus facilement qu'on ne reconstruit. Dans les années 30, avant la sécurité sociale, les médecins avaient tous une consultation, enfin la plupart, une consultation hospitalière, une consultation libérale et souvent un pied à la faculté. Et donc la coordination se faisait de façon extrêmement naturelle, puisqu'ils avaient tous, au moins dans les mois, comme mes premiers remplacements, c'était comme ça, des hôpitaux locaux où on mettait nos patients qui décompensaient un petit diabète, etc., dans l'hôpital local où il y avait une dizaine de lits et où un diabétologue venait les voir. Donc en fait, la coordination, en fait, c'est comme M. Jourdain, on faisait de la coordination sans savoir qu'on faisait de la coordination. Mais en fait, ce mouvement était fluide. Avec l'évolution de la loi Debré puis de la loi Boulin en 70, ce système avec l'hospitalocentrisme a disparu. On a fermé les hôpitaux locaux. Et maintenant, depuis la fin des années 80, on reconstruit tout doucement un système de coordination. Et ça va nous mettre des dizaines d'années à y arriver, jusqu'en juillet 2022. Donc, mais on va y arriver. Donc, en fait, ça se faisait autrefois assez naturellement parce qu'il y avait une structure mais de population différente et d'accès aux soins différents. Là, on a maintenant une population âgée dont on gère l'état de santé. À l'époque, comme le disait tout à l'heure, c'est toi qui le disais tout à l'heure, on s'adressait au sujet jeune avec une pathologie aiguë. Le chronique n'était pas du tout la partie majoritaire de notre activité, alors que ça l'est devenu. Mais juste pour rebondir là-dessus, des systèmes, j'ai étudié justement en allant une semaine dans chaque pays chez les confrères médecins généralistes, en Angleterre, au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse. La Suisse, qui est pourtant un pays dont le système est vraiment un vieux système bismarckien traditionnel, quoi. Il y a 41% des médecins généralistes qui sont en burn-out. Ils travaillent seuls. Et ils ont tous une charge administrative telle, parce qu'il y a 200 mutuelles différentes dont ils doivent colliger les papiers pour être payés, qu'en fait, ils travaillent samedi et dimanche à leur travail administratif. Donc, s'il y a bien un système qui n'est plus à suivre parce qu'il n'a pas su évoluer avec le temps, c'est bien ces anciens systèmes-là. Et le système français, malgré tout, même si on peut rigoler en disant qu'on reconstruit en 50 ans ce qu'on a détruit en 10 ans, c'est le mode, encore une fois, on ne peut pas, transposer ce qui se passait dans les années 20 aux années 60 à ce qui se passe actuellement. La patientèle a changé, la prise en charge a changé et les progrès de la médecine ont fait qu'on ne peut plus se comporter de la même façon. Alors, il nous reste très peu de temps, j'ai encore beaucoup de questions. Fatima, quelle place pour la e-santé au sein des DAC ? Ah oui, la e-santé a une place essentielle. La e-santé a déjà une belle place aujourd'hui. Je vais parler pour le département de l'Hérault. Donc, elle intègre complètement le projet du DAC à venir. Donc, ça, c'est essentiel. Elle est déjà très active e-santé puisque nous la déployons sur la PTA. Et Spico arrive pour le Spico dossier. Spico discussion est en place. Medimail est en place. Téléo arrive sur la PTA. Le gros travail qui a été fait en 2021 était de présenter e-santé au CPTS et les outils. Donc, il y a un déploiement de Spico sur les CPTS. Donc, les CPTS labellisés, il y en a 2. Elles ont Spico en place, donc Spico Discussion et Medimail. Plusieurs professionnels sont en cours de mettre en place justement ces outils. Voilà, ce que je peux dire, c'est que un DAC ne peut pas faire l'impasse, vous le disiez tout à l'heure, des outils numériques. Il y a l'humain, mais il y a tout l'outil qui permettra de travailler en distanciel également. Une question sur laquelle vous pouvez également intervenir, gardez le micro. Est-ce qu'il est possible de détailler l'application du principe de subsidiarité des DAC dans la pratique ? En fait, le principe de subsidiarité, c'est vraiment repérer la ressource qui est au plus près de l'usager qui est en situation complexe, dès lors que l'on repère cette ressource, qui peut être la CPTS, qui est très souvent le médecin traitant, l'infirmier ou en tout cas l'équipe de premier recours, le DAC n'a
pas à intervenir, en fait. Elle remobilise le professionnel qui est au plus près. C'est-à-dire que le DAC n'a pas affaire à la place 2. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est ça le principe de subsidiarité. Encore 2 questions, dont une de Christelle Dupont du réseau Souti 1. Quelles pourraient être les solutions innovantes pour des secteurs géographiques où nous sommes en manque de médecins généralistes et dans lesquels la mobilité et la téléconsultation sont compliquées en l'absence de CPTS? Qui veut essayer de répondre à cette question? Michel Dutèche. Solution innovante. Solution innovante, c'est se regrouper avec des bonnes volontés et travailler en partenariat pour inventer quelque chose. Non, mais je fais une réponse un peu bateau, mais il est clair que chaque territoire, chaque équipe a sa spécificité. C'est ce que je disais tout à l'heure, et pour pas qu'il y ait des réponses univoques. Et donc, il est clair que on a accompagné il y a quelques années une équipe avec 2 médecins de plus de 60 ans, une pharmacienne qui était pas loin de 65 ans et des infirmiers qui n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux. On les a mis au milieu de la table et on a construit quelque chose qui est aujourd'hui le MSP. C'est pas la magie de l'intervention, c'est le fait de se mettre autour d'une table et de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc sur les territoires, il n'y a pas de solution, de mon point de vue, portée d'ailleurs. C'est un travail à partir de ce qui existe. Et ça ne marche pas à tous les coups, mais on a vu que des projets qui mettaient des années à aboutir parce que c'était des histoires de conflits interpersonnels. Moi, j'ai des souvenirs dans le sud de la Haute-Garonne de territoires qui ont mis 5 ans à monter une MSP. La MSP, il y a eu un déclic, il y a eu un déblocage relationnel. 1 an après, c'était fait sur le principe. Donc, effectivement, chaque fois, il faut faire un diagnostic de territoire, il faut comprendre un peu, il faut faire un peu le tour des popotes et essayer d'inventer quelque chose. Et c'est du sur-mesure. Docteur Moulin. Parce qu'en fait, on est bloqué aussi par un code de la santé publique et un code de déontologie, et on ne peut pas inventer n'importe quoi. Donc l'ordre a toujours été proactif dans ce domaine. On a autorisé très vite tous les adjuvats, les assistanats, les contrats de collaboration. On a vraiment créé tout ce qui était possible et imaginable. La seule chose qui manque encore actuellement, mais on y travaille, c'est la médecine foraine est interdite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller consulter avec, comme dans Lucky Luke, avec sa roulotte. Mais par contre, on peut imaginer, sans autoriser la médecine foraine, mais on peut imaginer des équipes mobiles avec un médecin et une infirmière azalée qui iraient, comme autrefois la médecine du travail avec son camion, dans des zones-là. Mais simplement, ça nécessite des adaptations législatives, car seule une loi peut refaire une loi. Mais c'est tout à fait envisageable dans les idées. On en a déjà discuté au CNOM, sans l'autoriser, bien sûr, pour le moment, mais voilà, c'est exactement ce que tu disais. On se réunit, on trouve une solution adaptée. On a bien créé des petites équipes mobiles pour vacciner au Covid dans nos campagnes reculées. Je pense qu'on peut le faire définitivement pour une offre de soins. Et comme vous le disiez, la lourdeur législative parfois freine ce genre d'initiative, malheureusement. La loi, elle s'adapte à la dynamique. On est dans une démocratie. On est force de proposition. On voit bien que le Conseil de l'ordre en 50 ans, a fait une révolution culturelle majeure et on voit bien à quel point l'ordre est aidant, mais il est clair que si la transformation du système de santé se fait, c'est aussi face à la réalité du terrain, face aussi aux propositions. Les infirmières azalées, ça a été une invention. Les MSP, ça a été une invention. La CPT, ça a été une invention de la centralité. C'est pas une mauvaise chose. Fatima, très rapidement, parce qu'ensuite je voudrais qu'on donne le mot de la fin sur la dernière question, mais cette question quand même, comment les DAC vont-ils identifier les acteurs pertinents de la prise en charge et quelle autorité pour les mobiliser ? Alors, pour identifier les ressources, en fait, les acteurs pertinents, pour moi, ce sont les ressources. Alors, c'est un travail qui existe déjà, qui est en cours avec les structures d'appui aujourd'hui existantes. Donc, que ce soit les réseaux, les MAIA, les dispositifs spécifiques régionaux, nous avons tous des répertoires. Les PTA regroupent ces répertoires. Il existe le ROR, le répertoire opérationnel des ressources, qui est régional. Le RECO 2, qui est en
cours encore de travail, en tout cas de finalisation, il me semble, donc qui est le répertoire pour le volet personnes âgées. Hein. Les Mayas travaillent énormément sur ce volet-là. Donc, vous voyez, repérer les ressources et les acteurs pertinents, on n'a pas trop de difficultés. Ouais. Voilà. Une dernière question et puis un message de fin. Le système de santé de maintien à domicile, c'est une question de Cédric Puerta. Le système de santé de maintien à domicile souffre de façon chronique du manque de professionnels, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, etc. Les dispositifs de coordination seront-ils un appui afin de sonner le signal d'alarme ? C'est exactement ça. Donc, nous sommes vraiment un lieu où nous allons repérer les manques. Voilà. Donc, c'est notre travail. C'est vraiment un travail de repérer les difficultés sur les territoires, de les remonter donc auprès des tutelles, de réfléchir à une réorganisation, une réflexion pour optimiser le parcours des usagers. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Alors, un message de fin, messieurs, peut-être un dernier tour de table, en une phrase peut-être, si vous avez un dernier message. Docteur Moulin. En une phrase, je trouve que les professionnels de santé sont admirables. Ils ont des initiatives extraordinaires, ils pensent essentiellement à leurs patients, ils sont là pour le bien-être de leurs patients et le fonctionnement du système de santé malgré les carences politiques, parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'à la base, quand même, il y a eu des erreurs stratégiques majeures à partir du début des années 90, donc, et que nous en payons encore les conséquences. Et malgré cela, tous les professionnels de santé sont au rendez-vous pour améliorer le système par des initiatives extraordinaires. Donc moi, je les félicite. Un bel hommage. Docteur Martini, une phrase de conclusion, un message très synthétique en conclusion. Moi, je suis très favorable à la collaboration. Ça a été dit dans le petit film initial par cette gériatre, le travail collaboratif pour résoudre des problématiques qui répondent, qui sont liées aux besoins des patients dans les territoires, et on voit bien l'exemple tout à l'heure de la question. Et je pense qu'on va développer des outils nouveaux, des stratégies nouvelles, mais la collaboration, ça enrichit beaucoup les choses, et c'est aussi le rôle d'écoute des uns et des autres par rapport aux contraintes et aussi aux besoins que l'on peut avoir en termes de soignants, parce qu'on est tous des soignants. Docteur Aimé Mort, un mot de conclusion. De la même manière, moi je rejoins un petit peu ce que disait le docteur Moulin. Moi, je suis très optimiste sur justement cette capacité qu'ont les professionnels à savoir s'organiser, à pouvoir gérer des situations de crise. Ça a été on en a fait la preuve là, ces derniers mois. Moi, j'ai mis en place un centre de vaccination sur mon secteur. Je veux dire, ça a été très facile à faire d'une certaine manière parce que tous les professionnels ont été présents. Je veux dire que quand on parle de coordination, de savoir s'organiser pour pouvoir répondre à des situations critiques, ben on en fait la preuve. Donc ça prouve à quel point tous les professionnels de santé, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, mais pas que. Moi, j'ai eu des orthophonistes qui sont venus me dire on voudrait aider, des podologues, des kinés qui sont venus à partir du moment où j'ai mis en place ce centre de vaccination. Donc c'est vrai que je pense qu'on a aujourd'hui, avec tous les outils qu'on dispose, avec bientôt et certainement encore plus en juillet 2022, on aura effectivement... Décidément, cette date, on l'attend. Hein. Je pense que ça va être... Michel Dutèche, un message de fin. Moi, je pense que je suis dans la continuité de cette table. On vit une époque formidable. C'est un très grand bordel, c'est un terme technique en médecine, peut-être que peu de gens comprennent ce terme, mais rapportez-vous à vos dictionnaires. Donc, c'est vraiment un moment d'effervescence remarquable. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien, qui sont réticents. Il y a des lobbies qui bloquent, mais c'est un effet démocratique. Je disais qu'on a la chance de vivre dans une démocratie. Il faut aller un peu ailleurs, des fois, pour se rendre compte que rien n'est parfait, mais que tout est dans nos mains, à condition de pouvoir produire des projets vertueux et de pouvoir les évaluer.
Et j'ai confiance et je pense que pour les jeunes qui s'installent maintenant, c'est une période formidable. J'en fais partie. Fatima Bougaf, un tout dernier mot? Le mot de la fin? Voilà, je ne rappellerai pas l'échéance, donc, puisque vous la connaissez tous. Toutefois, voilà, juste envie de dire juste un mot, c'est que voilà, tout ce travail de coopération et puis de collaboration, on est sur une table ronde qui le montre bien, en fait, ne fait que faire émerger une créativité qui, voilà, au fil des jours. Et c'est ce qui donne sens, autant pour les professionnels que pour les usagers. C'était vraiment mon mot de la fin. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on peut appeler une feel-good table ronde, comme les feel-good movies. Merci madame, merci messieurs pour la grande qualité de vos interventions. Merci à vous de votre attention et de vos questions nombreuses et toujours aussi pertinentes. On va marquer une petite pause et on se retrouve à 16h pile pour la conclusion de ces universités. À tout de suite.